D'encre qui a coulé autour des médias numériques notamment dans le contexte des pays arabes. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'interrogations et très souvent ceux qui écrivent, ceux qui étudient sont des gens qui ne sont pas sur place, qui ne viennent pas de ces pays. Donc on est très content d'avoir la parole, on va dire, un petit peu plus proche de la réalité sur place locale. Et je pense qu'on va rester dans l'ordre de prise de parole. Je vais tout de suite passer donc le micro à Aïssa. Comment le discours politique médiatisé devient-il populiste? Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est un discours qui est vidé de son essence argumentative. Donc on ne sait pas quelle est la position, on ne sait pas quels sont les arguments développés, quelle est la stratégie discursive. Dire c'est tout un amalgame et à la fin c'est ce discours qui domine ou c'est le discours dominant. Et en même temps, qu'est-ce qu'on trouve, y compris les journalistes, c'est des journalistes qui orientent et qui traitent les sujets, même politiques, même c'est sportif, mais c'est économique, mais c'est toujours, on leur donne une touche de populisme. Soit c'est la Coupe du Monde, soit les relations de voisinage, soit même dans les sujets les sujets de base, on les a transformé en sujet de populisme. Donc, en 90, qu'est-ce qu'il écrit déjà? Il dit que l'idéologie populiste imprègne fortement la perception des politiques en Algérie. Donc déjà en 1990, il dit que tout est donc l'idéologie populiste caractérise la perception et l'action politique en Algérie. Pour ne pas dire qu'il s'agit d'une culture politique. Ces chaînes-là, c'est des chaînes qui sont devenues plus qui travaillent, qui développent ce discours plus que les médias publics. C'est avec cette vague du printemps arabe, il y avait beaucoup de réformes. Des réformes qui ont touché notamment le secteur de l'audiovisuel, le secteur de l'information. Il y avait beaucoup de textes qui parlent de réformes. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est des réformes avec des anciens réflexes. Malgré le processus d'ouverture médiatique, on va voir, il y a une confusion peu innocente. C'est parce que d'un côté, on parle de régulation, donc dans la démarche, la nouvelle démarche, la démarche qui a été suivie, donc au privilégié, c'est la démarche de régulation, mais réellement, c'est un retour à la réglementation accentuée. C'est avec une vision de contrôle et de relais, qui veut dire il y a toujours cette vision vision administrative. Donc c'est l'administration qui décide, c'est la vision administrative qui prime, et en même temps la vision sécuritaire, qui veut dire au nom de la sécurité, au nom des principes de droit principe d'État, ou de toute façon tout ce qui est sécurité, qu'est-ce qu'on a fait? On veut toujours garder les choses. La régulation est plus globale que la réglementation. Le pouvoir public veut pratiquer une sorte de régulation, mais une régulation titulaire, qui veut dire toujours un espace médiatique sous la tutelle des pouvoirs publics. Merci. Donc je passe la parole à Yacine, qui, dans l'Haute Autorité pour la communication audiovisuelle au Maroc, a affaire avec ces questions-là, et il va peut-être nous éclairer sur ces aspects éventuellement, mais certainement autre chose encore à dire. Yacine, la parole est à toi. Il faut savoir que la pratique journalistique au Maroc s'est forgée dans un contexte assez particulier. Chez nous, il n'y avait pas de presse. La presse est venue avec le protectorat français. Le protectorat français a créé une pratique journalistique à travers un certain nombre de journaux sur place, sur le territoire marocain, ainsi qu'un certain nombre de journaux qui provenaient de France, de territoires outre-mer, et qui profitaient à une certaine population francophone. Ça veut dire élitiste, très rare. Une population qui ne dépassait pas les 100 000 habitants, bien sûr, au max. Qui par la suite va avoir une autre pratique, c'est le mimétisme. C'est-à-dire qu'on aura des personnes sur place qui vont essayer de
de créer des journaux locaux de la même façon que celles qui sont proposées par les journaux français. Mais en même temps, au Maroc, il y a deux influents. Quand on a les Occidentaux, on va essayer de chercher ce qui se passe chez les Orientaux. Et donc, on va apporter une autre pratique journalistique, notamment égyptienne, qui a connu un essor assez conséquent, assez important. Mais c'est une autre pratique, touchée et influencée par la pratique anglo-saxonne, parce qu'ils étaient sous l'occupation anglaise. Et à ce moment-là, cette pratique journalistique a créé tout un esprit qui a forgé un certain nombre de pays qui nous ressemblent. Ce sont des moments où il y a eu, selon un certain langage, absence de droits de l'homme et tout. Et donc, à ce moment-là, la pratique journalistique à l'occidental critiquait, avec sa pratique, ce qui se passait dans notre pays. Tout simplement, chez nous, on a pensé à un régulateur. Un régulateur au sens que c'est une institution qui fixe les règles du jeu, qui suit le marché sur un certain nombre d'éléments et qui se défend à ce qu'il y ait tout endoctrinement politique au niveau du contenu véhiculé. Mais en même temps, le paysage audiovisuel est supposé être le paysage nécessaire pour le pluralisme politique, pour la diversité culturelle. Nous avons aussi une diversité culturelle dans notre pays et linguistique. C'est-à-dire qu'il faut tout entendre sur le paysage audiovisuel et de façon équitable entre l'ensemble des expressions du pays, avec l'ensemble des religions. Ce sont l'ensemble des éléments qui représentent le pays sur le plan de constitution qui doivent être véhiculés. C'est pour ça que l'œil vigilant de tout un chacun est intéressant. Et le fait d'être vacciné et avoir un esprit critique permet de contrer et de limiter, pour ne pas être très pessimiste, limiter les dégâts du populisme. Ce sont des choses qui touchent tout le monde. Et donc la meilleure façon de se prémunir, c'est que le récepteur lui-même soit éduqué aux médias. Être capable de se prémunir face à ce genre d'incidences qui sont en fait d'ordre mondial. Et je vous remercie. Merci beaucoup Yacine. Pour revenir à la problématique initiale de cette étude, deux questions s'imposent. Comment Hezbollah a-t-il cherché à légitimer son intervention militaire en Syrie auprès de son public? Et pour ce faire, est-ce qu'il a eu recours au discours populiste? Noam Chomsky souligne que le peuple est d'habitude pacifiste et ne voit donc aucune raison pour s'engager dans des aventures militaires ailleurs, dans des tueries, dans des tortures. Voilà pourquoi il faut le mobiliser et pour ce faire, il faut l'effrayer. C'est typiquement ce qu'a fait Hezbollah. Nasrallah a veillé dès son premier discours à situer le conflit syrien dans un cadre très menaçant pour le Liban. En effet, les mots qui sont liés au champ lexical du danger sont prédominants avec une moyenne de 10,12 mots par discours. Au vu donc de la dangerosité de la situation, participer à la guerre syrienne devient une nécessité, quelles que soient ses futures retombées ou bien sacrifices. Et cette omniprésence de la guerre facilite la mobilisation de ce peuple-là, en particulier si on arrive à faire ou bien à associer, à faire un certain lien entre l'adversaire en Syrie et l'ennemi ultime du peuple de Hezbollah, Israël. Donc, il mentionne dans chaque discours en moyenne 30 fois Allah ou bien divin ou bien Dieu, le champ lexical de Dieu. En légitimant religieusement ces guerres, Nasrallah dit « Nous veillons à notre vie future. Voilà pourquoi, lorsque nous allons à une bataille, nous ne recourons pas à notre raison, mais à nos références religieuses. » Voilà ici une photo qui montre un combattant de Hezbollah en Syrie qui met sur le bras le slogan « Labbayk ya Zainab », c'est-à-dire « à tes ordres, Zainab ». Donc c'est comme s'ils font la guerre en Syrie selon les ordres de Zainab. Sinon, dans son discours numéro 15, Nasrallah a également prononcé ses propos directement devant la salle.
La réaction fut d'autant plus forte et émouvante. La foule s'est approchée du podium avec beaucoup d'excitation et durant 3 minutes, le public était sous le charme en train de lui crier « À tes ordres, Nasrallah ». Cette conclusion amène l'étude à trouver que le discours de Hezbollah peut être qualifié de populiste dans le sens péjoratif du mot. Cependant, il ne suffit pas de dénoncer le populisme de Hezbollah. Il faut plutôt l'interpréter comme un résultat d'une faille dont souffre le système politique libanais censé être démocratique. La présence du populisme est assimilée à la présence de la fièvre, comme le dit Doran. Elle ne représente pas la maladie en elle-même, mais un de ses symptômes. Le populisme n'est en fait que le miroir à travers lequel la démocratie peut se contempler et découvrir quels sont ses manques à combler. Et un grand merci pour votre écoute. On se rend compte que dans un certain nombre de pays arabes, il y a uniquement des populismes qui se font face et qu'en fait, les citoyens ont le choix uniquement entre des populismes. Donc effectivement, rien n'est simple et il y a une confiscation, on va dire, de la voix du citoyen par ces populismes-là. Et on peut se demander, et c'est aussi une question aux différents intervenants, on se rend compte qu'il y a un récit monologique, une histoire dominante qui empêche, on va dire, une plurivocalité, une polyvocalité, une expression citoyenne. Et par rapport à cela, qu'est-ce que l'on peut faire? On voit avec notre ami marocain que même avec une diversification des médias, eh bien, dans un certain sens, un média mercantile, c'est une autre forme d'endoctrinement, comme il nous l'a évoqué aussi. Donc aussi, quelque part, une autre forme de populisme. Cela m'amène à parler des médias, effectivement. On nous a parlé de populisation du discours politique dans les médias, de populisme médiatisé, un énorme danger, parce qu'on se rend compte qu'il y a non seulement du digital, mais il y a aussi, on va dire, une transmédiatisation, c'est-à-dire des médias imbriqués les uns dans les autres, médias sociaux et autres supports et plateformes numériques. À partir de là, comment est-ce que effectivement on peut, en tant que citoyen, trouver sa place, trouver sa voie et pouvoir écrire sa propre histoire, qui va après être l'histoire collective. On a parlé d'éducation nécessaire des citoyens, mais quand on est dans une zone de flou, d'une zone de perte de traçabilité, comment est-ce qu'on fait exactement? C'est aussi une question que l'on peut se poser. Merci pour ces points de synthèse.